Bienvenue dans le podcast de la femme à la mère et de la mère à la femme. Pour cette deuxième saison, je vous propose des expériences de femmes liées à la parentalité. Bah alors rien de nouveau, vous me direz, mais pas que. J'ai à cœur de recueillir la parole des unes et des autres pour prendre conscience de nos ressources et surtout de nos attitudes parentales. Vous le savez peut-être tous et toutes, mais il n'existe pas qu'une forme de parentalité, ou une forme de maman en devenir, ou bien de maman aguerrie, ou bien qu'une forme d'arrière-grand-mère et de grand-mère très expérimentée, mais bien plusieurs formes. Alors dans cette deuxième série de podcasts, il sera question de mettre des mots sur des émotions, des pratiques et des événements pour vous donner une vision parentale différente. Place maintenant à votre épisode. Belle écoute! Bonjour Charline. Hey, coucou. Écoute, je suis ravie de t'avoir à mon micro pour cette nouvelle séance ou cette nouvelle conférence, témoignage, j'ai envie de dire plutôt, sur ton histoire, sur qui tu es. Et on va découvrir au fur et à mesure Charline. Donc Charline, tu es maman de 3 enfants, tu es avec 3 filles, tu vas compléter au fur et à mesure. Qu'est-ce que tu as envie? Tu habites dans quelle région à peu près? J'habite dans les Landes. Ok. Donc peut-être un petit accent? Non, je crois pas. Non, pas trop un petit Non. accent. Et donc tu es dans les Landes. Tu as... en termes de tranche d'âge, donc tu as 3 enfants, mais est-ce que c'est 3 enfants rapprochés? J'ai 3 enfants, 11 ans, 7 ans et 3 ans. Ok, waouh. T'as un dans chaque classe de période d'école. Donc, c'est-à-dire que tu as collège, primaire et 4 ans, maternelle. Ouais. Ok, waouh, waouh, waouh. Sportif, j'imagine. Surtout pour sportif, déposer ouais. les enfants, etc. Qu'est-ce que tu as envie de nous transmettre ou nous raconter comment ça s'est passé Est-ce que les grossesses, ça s'est bien passé? Est-ce que tu es la team allaitement? Peut-être raconte-nous ce que tu fais aussi. Dans quel domaine tu travailles? Alors, je suis coach consultante en éducation de la méthode Filiosa. Ok. Donc, je me suis formée auprès d'Isabelle Filiosa. Et pas que, parce que quand j'ai commencé un petit peu avant avec les massages bébés, avec les massages à l'école, j'ai fait beaucoup de massages avant. Et je me suis formée aussi à la motricité libre avec l'association Pickler. Ok. Et voilà, et donc du coup je me suis lancée dans l'aventure juste avant. Je savais que j'allais commencer l'école, mais juste avant, je sais pas, ça me semblait logique de commencer par ces outils. Et tu t'es lancée avant la naissance des filles? De moi. Non, je me suis... Alors, qu'est-ce qui t'a donné envie? Ce qui s'est passé, c'est que j'ai ma fille qui va bientôt avoir 11 ans, mais qui va bientôt avoir 12 ans. Ok. Donc, il y a 12 ans, j'avais, comme beaucoup de futures mères, j'avais beaucoup de principes. Voilà, j'imaginais que ma fille allait dormir dans sa chambre. Donc, j'avais préparé une jolie chambre. J'imaginais tout un tas de choses que j'allais faire pour qu'elle m'écoute bien, qu'elle soit bien élevée. Eh oui. Et oui. Et puis j'ai accouché. Et en fait, déjà, la maternité, j'ai senti que c'était pas tout à fait comme j'avais imaginé. Okay. Déjà, pour l'allaitement, je galérais. J'essayais de la mettre au sein. Je voyais la deuxième nuit que je n'arrivais pas à la calmer, qu'elle n'arrêtait pas de pleurer. Je ne comprenais pas pourquoi. Puis, j'avais personne autour de moi qui m'expliquait qu'en fait, c'était la nuit de Java. Et que pendant cette fameuse nuit de Java, on met en place l'allaitement, donc le bébé pleure et il a besoin absolument de proximité. Donc comme je ne le savais pas, je commençais à désespérer en me disant c'est bon, en fait, j'ai fait un bébé, mais je ne sais pas m'en occuper. Et puis je suis rentrée de la maternité et puis j'ai eu tout ce qui est la vie des autres qui m'a impactée très, très rapidement.
tous les gens qui disaient « Ah, mais il faut pas faire comme ci, il faut faire comme ça, il faut la laisser pleurer, il faut ci, il faut là ». Puis j'avais des avis contradictoires, déjà entre eux, puis avec ce que je ressentais. Quand évidemment, quand je l'entendais pleurer, je me disais « Oh là là, qu'est-ce qui se passe ?» Et j'avais absolument besoin qu'elle arrête de pleurer. Donc je ne comprenais pas pour quelle raison. Mais je suis allée chercher sur le site de la Leche-League à l'époque. Qui existe et toujours. Donc j'ai commencé, j'ai mis le doigt dedans et les yeux. Et puis finalement, j'ai passé des jours et des jours à lire tous les articles qui m'intéressaient, avec des dizaines de pages ouvertes sur un sujet qui m'a amené à un autre sujet, qui m'a amené à un autre sujet. Et puis j'ai rencontré une dame qui faisait les massages bébés à l'époque. Okay. Et cette dame, elle avait un groupe. Il y a une dizaine d'années. 11 ans. Ouais, il y a 11 ans, on n'en parlait pas beaucoup. Hein. Enfin, là, après Covid, ça explose, mais il y a 11 ans, ça devait être... Ouais, c'était... Donc son groupe, au fur et à mesure, il n'y avait que moi. Donc du coup, on n'était que toutes les deux. Et puis, je sais pas, quand elle me rassurait en fait à chaque fois. Je me sentais compétente. À chaque fois que je la voyais, je me sentais bien. Je me sentais compétente. Je voyais que j'arrivais à être en relation avec ma fille, qu'elle avait l'air contente quand je la touchais, que je lui massais les pieds et tout. Elle était trop contente. Et donc, à partir de là, je me suis dit, non mais en fait, il faut que je me fasse confiance. Sauf que pour me faire confiance, j'avais besoin d'avoir des connaissances. Et c'est là que j'ai commencé à me former, en fait. Je me suis formée Alors, je me suis formée à quoi ? Je me suis d'abord formée à la bienveillance dite éducative, la posture bienveillante. Ok. Et puis, j'ai continué avec une formation, que c'était neurosciences et développement de l'enfant, juste comme ça. Et donc là, j'avais un peu plus de billes pour comprendre ce qui se passait de ce que j'observais de ma fille. Et je me suis lancée comme ça, dans ma maternité appliquée. T'as mis le pied à l'étrier aux formations, et puis à la parentalité, et à la maternité, et après, tu en es là aujourd'hui. Et avant d'être maman, qu'est-ce que tu faisais ? Ta casquette de femme pro ? Pendant longtemps, j'étais directrice de boutique, d'une boutique de luxe. Je manageais entre 3 et 5 personnes à l'année. Et j'étais... quand j'ai commencé à être directrice de boutique, parce qu'au départ, je travaillais dans une boutique, moi, toute seule. Puis après, je suis rentrée dans cet univers de luxe. J'avais à cœur de bien faire les choses. Et du coup, je me suis formée aussi. Et j'ai commencé à me former au management humaniste à l'époque. Donc, dans l'écoute des gens, l'empathie, l'expression des émotions. Et donc, j'ai fait ça pendant un peu plus de 10 ans. Ok, quand même. Donc, ça t'a lancé vers un autre domaine, mais finalement qui est proche, parce que moi je dis, dès qu'on est en relation avec les autres, c'est de savoir comment on communique, comment on interagit entre moi, entre les autres, qu'est-ce qui se passe. Et donc même dans le commerce, c'est important. Oui, en fait, c'est ce que je disais aux gens avec qui je bossais, c'est que mon but ultime, c'était pas de faire du chiffre, parce que dans ces grandes entreprises, c'est souvent ce qu'il y a partout, ouais. Et on retrouve en filigrane partout, c'est faire le chiffre. Et en fait, c'est pas moi, ce qui m'intéressait, c'était que mes clients sortent en se disant j'ai passé un bon moment, c'était chouette. Donc j'enseignais ce que je pouvais à mes camarades. Okay. On était vraiment une équipe, en fait, où l'idée, c'est qu'on s'entraide les uns les autres, qu'on s'emmène vers un endroit qui soit joyeux et où les gens passent un bon moment. Et en fait, quand tu travailles dans le luxe, tu retrouves souvent les mêmes styles de clients, voire les mêmes clients.
de famille en famille. Tu les vois, surtout, avant j'habitais sur une île, et du coup, les gens venaient en vacances sur cette île, donc ils revenaient d'année en année. Donc je les voyais, c'était la lune de miel, et puis après je les revoyais avec, la femme était enceinte, puis après je les revoyais avec le bébé, puis le deuxième. Donc c'est vrai que d'année en année on crée des liens, et en fait ces gens qui venaient finalement presque pour dire bonjour, ils venaient en même temps acheter des choses. C'est comme ça que tu les as fidélisés. Ouais, et en fait, ce qui m'intéressait vraiment, c'était le contact, la relation avec les gens. Et au final, aujourd'hui, c'est mon métier dans l'univers de la famille, mais c'est toujours mon métier. Donc c'est juste ça s'est juste décalé de principes, de valeurs, parce que j'ai arrêté parce que ça correspondait plus à mes valeurs. Ouais, t'as totalement changé. Alors, donc tu es maman solo avec 3 enfants, 3 filles, avec une vie, mouvementée si tu as envie d'en parler ou pas au micro, comme tu veux. Mais moi, ce qui m'avait aussi intéressée lors de ce témoignage, ton témoignage, c'était comment tu as fait, ou qu'est-ce qui t'a donné envie de mettre tes 3 filles dans des écoles alternatives, comment elles le vivent, qu'est-ce qui se passe, parce que en plus, peut-être, je crois que c'est la dernière qui fait école dehors, dans la nature. Les deux dernières. Ok. Ouais. D'où ça vient cette idée? Au fur et à mesure de mes formations, qu'en fait, quand je suis devenue maman, donc pour ma première, j'ai continué à travailler dans le monde de la vente. Et puis pour ma deuxième, c'est là où j'ai arrêté et où je me suis formée chez Isabelle Filosa, quand j'ai eu ma deuxième. Et puis je me suis aussi formée parallèlement chez Montessori. Donc au début, je crois que ma fille, non, même avant, je me suis formée, j'ai fait le NIDO, 0-18 mois, 18 mois, 3 ans, en formation Montessori, justement pour accompagner ma fille dans ses apprentissages, parce que j'avais du temps, j'étais à la maison. Et ma grande, elle était à l'école. Maternelle, je pense. Elle était en école maternelle. Et en fait, la première année, ça semblait très bien se passer. Sauf que la deuxième année, la boutique pour laquelle je travaillais était en travaux. Donc, du coup, j'étais plus conducteur de travaux que vendeuse, que manager d'équipe. Donc, du coup, j'avais beaucoup plus de temps libre pour la déposer à l'école au dernier moment et la chercher avant l'heure. Et quand j'arrivais à chaque fois, tous les jours à sa deuxième rentrée en moyenne section, elle me disait « Maman, c'était génial, la maîtresse ne m'a pas crié dessus. » Du coup, je me suis quand même questionnée sur ce qui s'était passé la première année et comment c'était possible que j'étais passée complètement au travers, que je n'avais pas compris qu'en fait, c'était plutôt tendu comme ambiance en première année. Mais en fait, c'est que les enfants sont tellement résilients que du coup, ils voient tout ce qui est le bonheur de leur journée et ils ne gardent que ça. Où souvent, la plupart du temps, ils gardent surtout ça et c'est ce qu'ils nous transmettent. Donc nous, on a l'impression qu'on passe une méga journée et pas forcément. Bon, ça m'a un peu mise en stress, mais bon, j'ai accompagné du mieux possible en essayant de lui demander autrement comment elle avait passé ses journées que comment t'as passé ta journée, parce que ça marche pas, sinon c'était trop bien. Et en fait, à la deuxième année, l'enseignante, elle me disait à chaque fois, pratiquement tous les jours, elle me disait votre fille, elle est en avance quand même, parce que elle lit déjà son prénom depuis avant la rentrée. Il y a plein de choses qui font que j'ai peur qu'elle s'ennuie. Mais bon, ça semblait bien se passer. Et puis, au milieu de l'année, effectivement, elle a commencé à me dire maman, je m'ennuie à l'école. Et donc j'étais là. Donc on essayait de trouver des jeux, des trucs en plus pour que ça se passe bien. Et puis en troisième année, là c'était une amie d'enfance qui était l'enseignante, puisque j'étais moi-même à l'école avec elle. Et là, elle m'a dit bon, Charline, je pense qu'il faudrait vraiment que tu lui fasses faire des tests
pour son QI, parce que en vrai, on s'en fiche au fond, mais pour la suite de l'école, on va te demander les tests de QI si on veut adapter sa scolarité. Ok, même dans une école classique. C'était dans une école classique. Okay. Et elle, ça a été son conseil, donc j'ai fait passer les tests de QI. Effectivement, donc je l'ai fait passer à Aix-en-Provence chez une professionnelle d'hyper, comment on disait déjà à l'époque, je crois que c'était HP. Bref, et donc du coup, elle a passé les tests, et puis la dame m'a dit oui. Alors, déjà, elle passe les tests, parce que les tests de QI, ça, c'est le même que tu aies 4 ans ou que tu aies 8 ans. Ah bon? Ou que tu aies 11 ans. C'est le même. C'est juste une grille de lecture avec un temps qui diffère. Donc forcément, ça joue un petit peu quand tu as 4 ans. Tu sais pas... il y a plein de choses que tu sais pas faire comme à 8 ans. Ouais. Elle m'a dit, bon, du coup, le fait qu'elle ait 4 ans, qu'elle soit donc très petite, et puis qu'en plus, quand elle est arrivée, elle était déjà dans le dégoût de l'école et de faire pour faire. Elle était dans je fais parce qu'on me dit de le faire, mais en même temps, comme elle a un caractère à pas se laisser faire depuis J'adore le jeu de mots. Toute petite, elle fronçait les sourcils, les gens ils s'approchaient, quand elle était bébé, elle était dans mes bras, elle fronçait les sourcils quand ils s'approchaient trop près, en mode t'approches pas trop, je vais t'en coller une. donc oui, donc du coup elle m'a dit, comme elle se laisse pas trop faire, on a commencé l'examen, et au bout de 10 minutes, elle m'a dit, mais de toute façon, j'ai pas envie de le faire, ton truc. Donc elle m'a dit, elle l'a fait avec pas l'envie de le faire, et avec pas l'envie de le faire, elle avait déjà un sacré score de QI. J'aime pas trop appeler ça, mais bon, bref. Et donc, du coup, je suis revenue avec mon papier en me disant, bon, voilà, on s'en fout du chiffre, du numéro, du chiffre, de tout ça, c'est juste elle l'est ou elle l'est pas, et on va pouvoir adapter des choses à l'école pour qu'elle soit contente d'aller à l'école. Et donc, il s'est passé, je crois, 1 mois avant qu'elle me dise, maman, j'ai plus envie d'aller à l'école, je m'ennuie. Donc, je suis retournée à l'école pour dire... et ça, elle était en dernière section quand même. Là, elle était primaire. Elle était passée en CP. Ok. Et donc, là, elle m'a dit, bon, écoute, en fait, tu sais, donc c'est la directrice de l'époque qui a dit, bah, tu sais, des enfants HP, j'en connais, et ta fille, elle n'est pas HP. Ah. Donc, je me suis dit, c'est là que j'ai commencé à me dire, bon, là, on arrive à un problème. C'est-à-dire que si une professionnelle de l'enfance, c'est-à-dire une directrice d'école, est capable de remettre en cause une professionnelle de l'enfance qui est spécialisée dans les HP, là, je ne sais plus quoi faire, en fait. Donc, j'ai commencé à proposer à ma fille d'autres alternatives d'apprentissage, parce que aller à l'école à boule au ventre, avoir envie de pleurer tous les matins, parce qu'on ne sait pas quoi faire, alors qu'on a 5 ans, parce que ma fille, elle est fin d'année, donc du coup, elle est rentrée, elle était encore toute petite. Donc, j'ai dit non, là, on peut pas. Soit on trouve une solution, soit... T'as fait école à la maison ? Elle refusait l'école à la maison. Je lui avais proposé une autre alternative, une école alternative, sauf que sur ma petite île, il n'y avait pas d'école alternative. J'avais quand même proposé au cas où. Okay. Mais elle me disait non, parce qu'en fait, elle voulait rester avec ses copains-copines. Et en fait, elle a fini l'année. Et enfin, je crois au mois de mai, ils ont dit, bon, en fait, on se rend compte qu'elle s'ennuie. Vraiment. Donc, on va la passer au CE1. Donc, elle a fait 1 mois de CE1 en fin d'année. Et par chance, parce que du coup, je voyais complètement ma fille avoir zéro motivation d'apprentissage, alors que ça a toujours été une petite très intéressée par 1 milliard de choses. Et là, elle ne devenait pas du tout intéressée par rien du tout. C'est vraiment dur. Et par chance, il y a eu Covid derrière, l'année d'après. Okay. Donc, on a commencé l'année avec difficulté. L'été a été génial, elle a appris plein de choses, et puis on a retourné l'année, et puis ça devenait compliqué. Et la Covid. Et là, à la maison, on s'est rendu compte que quand elle faisait
En fait, elle travaillait de plus en plus. Évidemment, elle m'a demandé de ne pas envoyer ses productions à la maîtresse, ce qui a été un peu compliqué pour la maîtresse, mais bon, je l'ai imposé de toute façon. Parce que tout simplement, je voyais ma fille revivre, quoi. D'un coup, elle se remettait à dessiner, elle se remettait à écrire, à lire, à faire. Elle faisait tous les devoirs, en fait, mais juste, elle voulait pas que je les envoie. Donc là, j'ai dit, bon, est-ce que tu vois que l'école à la maison, c'est quand même pas mal, finalement? Donc, c'était pas vraiment l'école à la maison, on s'est mis à faire l'instruction en famille. Parce que dans l'instruction en famille, tu as 2 branches. Tu as le unschooling, donc tu n'as pas d'horaire, tu ne suis pas un programme précis, mais par contre, tu apprends en fonction de ce qui t'intéresse. Et de l'autre côté, tu as l'école à la maison où plus ou moins, tu as quand même des horaires, tu te mets à table, tu suis un programme, etc. Moi, je ne me sentais pas du tout en capacité de faire l'école à la maison. Parce que moi-même, rester assise et suivre un programme, c'est compliqué. Si ta fille a la même énergie que toi, je pense que... Du coup, on a été en unschooling pendant plusieurs années. Okay. Ma deuxième fille, je lui ai posé la question en espérant absolument qu'elle veuille faire le unschooling, parce qu'entre-temps, je me suis quand même formée du coup Montessori 3-6 ans. Et elle a refusé. Elle a refusé, elle a voulu aller à l'école, donc dans la même école que sa sœur. Entre-temps, ça a changé d'enseignant. Ça n'a pas été facile tous les jours, mais elle a été tellement motivée d'aller à l'école. Ça semblait lui convenir. Donc, j'en avais une à l'école et l'autre en instruction de famille. En fait, j'ai juste suivi les demandes, les besoins, l'intérêt de mes enfants. Alors ça, c'est chouette. Mais comment t'as fait pour bosser en même temps? Parce que, tu vois, là... quand tu fais école à la maison, c'est un emploi, quoi, et non rémunéré. Ah oui, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Eh ben, j'ai perdu des points de retraite. Mais est-ce qu'à cette époque-là, t'étais séparée ou qu'il y avait quand même une rentrée d'argent financière? Alors, j'avais la chance, j'étais pas séparée, j'avais la chance d'être en couple et que le père de mes enfants, mon amoureux de l'époque, me suive. Je pense qu'il était quand même assez fier d'avoir de pouvoir offrir des choses à ses enfants comme cet apprentissage-là. En l'occurrence, lui, pour le coup, il travaillait beaucoup. Et moi, je travaillais quand même parce que je faisais déjà des consultations et j'animais des ateliers. Alors, l'avantage d'animer des ateliers pour les enfants et pour les parents, c'est que mes enfants pouvaient être là. Ouais. Donc, comme j'animais des ateliers de motricité libre, mes filles en profitaient. Et puis, je les animais à la maison. Donc, au pire, si elles ne voulaient pas les faire, elles étaient à la maison à côté. Donc, ce n'est pas un problème. Ouais. Donc, j'ai animé des ateliers. Puis après, j'ai fait quelques formations et puis des conférences. Puis, j'ai aussi créé une association des familles, parce qu'il n'y avait pas d'association de famille à l'époque. Et puis j'ai mis en place des choses pour que les familles sortent, se voient, se rencontrent, s'entraident. Donc en fait, je travaillais quand même beaucoup aussi, mais différemment. C'était différent. C'était un autre rythme en fait. Parce que mon rythme d'avant, effectivement, je travaillais beaucoup, mais je commençais le matin et je finissais le soir, il était 20h, quoi. Et c'est comme ça. Et puis, quand on déroule le fil, et après, la vie fait qu'on s'est séparés avec le papa et que je ne pouvais plus habiter sur la petite île où j'ai grandi et où mes filles ont grandi parce que ça coûte trop cher et que je n'aurais pas pu me payer un loyer, etc. Donc, du coup, j'avais prévu à l'époque en famille avec mon amoureux, nous avions prévu d'acheter en France un pied-à-terre pour le futur de nos enfants, pour qu'elles puissent venir faire leurs études, etc. Parce que là où j'habitais, à partir de la 3e, il n'y a plus d'école. Ah d'accord. Donc, okay. Ouais, il faut trouver une solution. Donc moi, je m'étais dit, ça aurait été chouette, on avait une maison, qu'on pourrait y aller de temps en temps en vacances, qu'elles aient un endroit où elles connaissent. Parce que moi, je me rappelle quand je l'ai fait, que je suis partie en 3e, je me suis retrouvée dans un endroit que je ne connaissais pas, avec des gens que je connaissais peu ou pas.
Et ça a été un gros changement quand tu as 15 ans et que tu pars, c'est un peu compliqué. Donc je voulais pas trop ça pour mes filles, je trouvais que ça m'avait pas des masses réussi, que ça n'avait pas vraiment réussi à la majeure partie des jeunes qui étaient partis de c'est violent quand même. Ouais. Bon. Okay. Donc du coup, on s'était dit on va acheter, puis bon, on est resté dans cet esprit-là, c'est-à-dire qu'on a quand même acheté dans les Landes, et puis sauf que je m'y suis installée plus tôt que prévu, plus longtemps que prévu, et puis toute seule avec mes enfants. Enfin, nos enfants. Oui. Voilà. Et donc, on a... quand je suis arrivée, je n'étais pas sûre de rester. La vie, tu vois, de couple, tu ne sais pas ce que tu fais, si tu restes pas, si tu es ensemble, si tu vas te remettre, tu ne vas pas te remettre. Donc, j'étais dans un... Voilà, un flot artistique de la vie, merci. Et voilà, j'ai cette image brouillon là, tu sais, de grébouillis. Ce que je pensais de ce qu'allait être ma vie, t'as un joli trait, puis derrière t'as un gros grébouillis, en fait, ce qu'elle est devenue. Voilà, et donc du coup, je savais pas trop, et puis j'ai trouvé cette école qui est une école du dehors, où en fait il y a deux classes, une classe des maternelles, une classe des primaires. Ok. Et à l'époque, ma toute petite, était celle qui a 3 ans maintenant, elle avait 9 mois, donc elle n'était pas du tout enclin à aller à l'école. Et puis mes deux grandes, ma grande, elle était, normalement, elle aurait dû rentrer en 6e, et je me suis dit, oui, alors, sortir de l'instruction en famille, séparation avec le papa, déménagement, redécouvrir les saisons, etc. Je pense qu'on peut refaire un CM2, c'est pas grave. Donc, du coup, je l'ai inscrite en CM2 dans cette école du dehors, et j'ai inscrit ma toute petite qui était je crois qu'elle était en dernière année de maternelle, du coup. Mais très vite, elle est rentrée en dernière année de maternelle CP. Du coup, elle est passée dans le bus des primaires. Et donc voilà. Donc en fait, oui, je dis un bus parce que leur classe, c'est des bus. Il y a un bus de maternelle et un bus de primaire. Des bus qui ne roulent pas, mais qui sont des classes. Et donc elles y passent un temps pour tout ce qui est apprentissage formel. Et pour tout le reste, ils sont dehors dans une forêt à faire des cabanes, ramasser des cailloux, construire des choses avec les feuilles. Ils ont une grande grange quand il pleut trop, et sinon ils sont dehors. Et mais attends, dans le bus il fait froid, non? Alors, moi je me dis on commence à être en hiver, même si je sais que chez vous il fait pas très froid, mais quand même. Si, alors surtout nous qui arrivions d'une petite île des Antilles, on a eu bien froid, mais en fait ils sont chauffés. Alors évidemment les bus sont aménagés, il y a au sol un revêtement pour éviter que le froid ne transperce le sol, il y a des tapis, des choses pour que ce soit plus agréable, puis des chauffages d'appoint pour pouvoir être un peu plus confortable dans le bus et pas habillé. Par contre, dès qu'elles sont à l'extérieur, alors là, ils ont tous des combis en veux-tu en voilà. Nous, on rigole bien avec les parents quand on vient les chercher parce que c'est des bibins d'hommes. Ils sont dégueulasses. Il faut avoir... j'ai un camion caca pourri parce que du coup, comme ça, quand elles rentrent dans le camion, bon, c'est pas grave si elles sont remplies de boue. Parce que dans les Landes, il pleut un peu. Quand même, un petit peu. Les Landes, quoi. Donc du coup, parfois, elles rentrent, elles sont vraiment... des fois, je sais même plus s'il y avait des imprimés sur les pantalons. Donc, voilà. Et comment t'as fait le switch pour ton aînée avec le collège? C'est aussi un collège dehors? Alors, en fait, à la fin de son CM2, elle a décidé d'aller dans un collège classique. Donc, je l'ai inscrite dans un collège classique à la base. Okay. Le collège de secteur. Et puis, je crois, désolée pour les mots crus, mais je crois que c'est au bout d'une semaine, entre une semaine après la rentrée et les 10 premiers jours, quoi. On lui a demandé si elle prenait par derrière et si elle suçait des bites. Bon, je me suis dit,
Ça va être sympa. L'année. Voilà, donc ouais, l'année, si ça commence comme ça, c'est sympa. En l'occurrence, elle m'a dit non, mais maman, avec tous les outils que j'ai, franchement, ça va. Quand je me sens énervée, je pars, je respire, j'essaye de m'exprimer, de dire comment je me sens, etc. Et puis ben, ça a duré jusqu'au mois de février où elle m'a dit bon, alors en fait, il y a un truc que je n'avais pas compris, c'est qu'en fait, il faut que je prenne soin de moi tout le temps. Et bah, au bout d'un moment, c'est fatigant en fait. Elle dit c'est comme si tu allais au travail et qu'en fait, tous les jours, les gens avec qui tu travailles, ils t'insultent, tes supérieurs, ils te parlent mal, ils te respectent pas. Tu demandes à aller juste aux toilettes, on te le refuse. Elle me dit ça, maman, je suis capable d'accepter de m'adapter à une situation qui arrive de temps en temps. De façon périodique, mais pas là, tout le temps. Final, c'est tous les jours. Et là, j'en peux plus. Donc, elle m'a demandé ce que je ferais, moi, si j'allais travailler dans ces conditions. Wow. Et j'ai dit, j'arrêterais de travailler pour cet employeur. Je changerais de travail, en fait. Donc, elle m'a dit, bon, alors, donc, qu'est-ce qu'on fait? Donc, on a cherché un collège alternatif. Et donc, elle est dans un collège alternatif, le seul qu'on a trouvé dans les Landes, d'ailleurs. Malheureusement, il n'y en a pas beaucoup. Et ouais. Ouais. Et c'est assez compliqué, en fait. Déjà, je me rends compte parce que, du coup, je connais 2 écoles alternatives de l'intérieur, si je puis dire, parce que je connais ou des mamans et la directrice d'un côté, ou l'école alternative dans laquelle vont mes filles de l'autre côté. Et donc, dans ces 2 écoles, elles ont comme projet de créer des collèges. Et donc, je vois bien que, alors, au niveau paperasse administratif, c'est déjà un sacerdoce, mais aussi au niveau humain, trouver des professionnels qui sont dans cette mouvance, ce fonctionnement-là, cette écoute et puis cet apprentissage plutôt de l'ordre de la joie, et ben c'est compliqué. Parce que c'est pas parce que tu as fait la formation que tu le portes en toi. Et c'est ça la différence aujourd'hui entre tu peux faire la formation d'être l'écoute, machin, etc. Mais il y a aussi un gros travail des professionnels de la petite enfance, de l'enfance, qui doit faire aussi sur eux pour vraiment être à l'écoute. Et pas, je suis à l'écoute, quoi. Genre, j'ai appris à écouter, mais finalement, j'écoute pas du tout, quoi. C'est exactement ça. Je me rappelle, je peux te raconter cette histoire parce qu'elle illustre parfaitement ce que tu viens de dire. C'était une enseignante justement à l'école, quand ma fille allait à l'école primaire avant qu'elle soit en instruction en famille. Okay. Sa dernière enseignante, juste avant qu'il y ait le Covid, je lui avais proposé d'intervenir gratuitement parce que ma fille était dans l'école et que si jamais elle avait besoin de faire des ateliers, donc je faisais des massages à l'école, je faisais des ateliers sur les émotions, enfin je faisais plein de choses. Et donc j'ai proposé sur les émotions, je dis franchement quand on sait s'exprimer, quand on sait parler, la communication, parce que du coup je suis formée en communication non violente. Je rigole parce que la dernière fois, la dame qui m'a dit en fait, vous êtes communication non violente, 7e Dan. Je rigolais. Et donc, du coup, j'avais proposé ça. Et puis elle m'a dit non, mais moi, les émotions, je connais très bien. Et je fais déjà ça dans ma classe. Je lui ai dit mais génial. Puis un jour, il y a une sortie à la bibliothèque. Donc, on est à la bibliothèque. Et en fait, il y a une bagarre pour un livre entre 2 enfants. Et donc, elle fait une lecture de livre à la fin. Et elle se sert de la bagarre pour expliquer, parce que dans le livre, on parlait de la colère. Et donc là, elle se retourne vers un des petits, devant tous les autres élèves. C'était une trentaine. Et donc, devant tous les autres élèves, elle dit donc, tu vois, c'est ça, en fait, tout à l'heure. C'était ça, toi, tu étais en colère. Et je me souviens, les petits, il s'est fermé et recroquevillé, mis en quoi, il était trop mal. Et du coup, l'autre petit qui s'est pris la tête, lui, il s'est bombé, genre c'est moi le boss, tu vois. Bah ouais.
elle essayait de les faire parler tous les deux de ce qui s'était passé pour eux, mais en fait, les interpeller sans leur demander s'ils étaient OK d'en parler, etc. Donc, en fait, c'est exactement ça, c'est que cette posture d'écoute et de respect de la personne, malheureusement, aujourd'hui, on en est encore à ça s'apprend. C'est... Si on écoutait depuis le début, nos enfants sauraient le faire automatiquement. C'est ça qui est fou. C'est qu'à la fois, on a tous les codes en nous pour le faire. Et en même temps, on a déjà tellement été coupés, squeezés. On nous a tellement fait rentrer dans des cases, etc. que du coup, ça marche pas du tout, cette écoute-là. Il y a un long chemin. Que tu vas peut-être prendre aussi bientôt. Est-ce que... qu'est-ce que tu as envie de transmettre? Une dernière chose, si toutes les auditrices et les auditeurs t'écoutent là, sur ton parcours, ton histoire de femme et de maman, qu'est-ce que tu aimerais transmettre? Là, sur les sujets sur lesquels on vient de sur un autre... Sur un autre sujet. Qu'est-ce que tu as envie de transmettre sur celui-là, je trouve que c'est intéressant. C'est que être à l'écoute de son enfant, des besoins et des comportements de l'enfant, c'est essentiel en fait dans une vie de famille apaisée. Parce que je vois trop de parents qui viennent pour changer leur enfant. Clairement, quand ils m'appellent à la base, c'est souvent ça. Mon enfant a un problème et du coup, je voudrais le changer. Il a des mauvais comportements, il est hyper stressé ou un tas de choses. Mais si déjà on est à l'écoute et qu'on regarde, on observe vraiment sans jugement en fait, ça change tout. Moi, je vois avec mes enfants en fait, leur posture elle-même d'enfant, de place dans la société, elle est tellement différente de la mienne au même âge et même des fois encore aujourd'hui. Quand tu les compares, les deux enfants d'une autre école ou d'autres parents, et tu vois que l'empathie n'est pas du tout la même. Et quand c'est pas moi qui devais clore, c'est toi. Mais c'est pas grave, je vais quand même le dire. Moi, mon fils est dans une école Montessori, j'avais gardé une de ses copines à Montessori, et à un moment donné, il y en a un des deux qui fait un peu un bougon, qui est pas content, qui se met de côté, et l'autre lui dit « Mais je vois que là, tu veux plus jouer avec moi. Qu'est-ce qui se passe en toi ?» Et j'étais « Waouh !» Et c'est ça, c'est pas mon fils qui avait dit ça, tu vois. Et j'étais « Waouh ! Tu as 4 ans et tu dis ça. C'est génial, en fait. Tu as senti qu'est-ce qui se passait dans l'autre et tu vas pas rentrer dans une agressivité pour rentrer en contact. Et qu'est-ce qui se passe là pour toi ?» J'ai dit « Ok, j'adore cette école. » Tu vois. Et ça change tout, en fait. Ça change tout. Juste cette petite phrase, qu'est-ce qui se passe pour toi ? Et là, je me suis dit, le chemin, en fait, des 4 ans, il est là. Commence à être là. Je vois que tu t'éloignes, je vois que t'es en colère, machin, etc. Il se passe quelque chose dans ton cœur. Je vais aller voir. Et c'est trop beau. C'est trop beau à voir. Ah ouais, ça fait battre le cœur la chamade. Et c'est faisable dans toutes les sphères, en fait. Et toutes les écoles. Parce qu'on entend souvent ça. J'ai souvent entendu ça de la part des enseignants. Mais ils sont 30, on peut pas écouter. Mais si, en fait, c'est possible. Et on gagne du temps. Plus en le faisant. Voilà. Merci Charline, merci beaucoup pour tout ce que tu nous as transmis. Merci à toi. Merci Marie-Audrey.